Eh oui, nous y sommes, Laurent. Roland Toninkès, j'en parlais tantôt avec vous ce matin. Nous tenterons de comprendre davantage une disposition de la loi fondamentale, une disposition qui fait honneur à toute une corporation, à la chefferie traditionnelle qui, par le passé, n'avait pas droit de citer. Mais maintenant, oui. Et oui. Alors, que dit concrètement cette loi? Et qu'est-ce qui justifie ce thème? Pourquoi nous amenez-vous à cette disposition pendant que le chef de l'État surprend d'autres à leur congrès, pendant que les démocrates continuent de se battre pour leur primaire, pendant que Aung San Suu Kyi a été éjecté plus ou moins molesté et jusque-là porté disparu en Indonésie, pendant que Alexei Navalny toujours prisonnier en Russie. Il y a de l'actualité quand même, mais vous avez choisi cette disposition de la loi fondamentale. Pourquoi? Merci beaucoup, vous faites bien de le dire. Il y a de l'actualité, et oui. donc notamment concernant ces actualités que vous venez de citer, je crois qu'on en parlera suffisamment, donc ce n'est pas encore tard d'en parler. Encore que les journaux ont parlé de certaines actualités ce matin, on en a lu, et certainement après moi, d'autres viendront sur le plateau pour parler de cette actualité concernant la surprise du chef de l'État au parti UDBN, et donc c'est déjà une bonne information, et donc ça montre que la relation entre l'UDBN et le chef de l'État, je crois qu'on ne le dira jamais assez. Quelqu'un d'autre sera sur le plateau également pour en parler. C'est de bonne guerre. On souhaite tout le bonheur à ce mariage UDBN, chef de l'État, pour le bonheur des populations béninoises. Au réchauffement des relations qu'on avait cru refroidies. Oui, vous savez, les acteurs politiques surprennent toujours, et donc on ne peut pas aller au couvent des acteurs politiques, on ne sait pas où ils se trouvent, on ne sait pas les engagements qu'ils ont pris l'un envers l'autre. C'est vous dire ce matin qu'il n'y a pas que votre siège qui vous perturbe, que je peux aussi perturber votre plan. Non, mais de toute façon, je sais, mon plan n'est pas perturbé pour autant, parce qu'en réalité, ce dont on parle, c'est une situation que je maîtrise assez clairement. Donc, je crois que les acteurs politiques ne finiront pas de nous surprendre. On a tout fait de dire que le chef de l'État n'aime pas du tout l'UDBN. C'est vrai que lui-même a reconnu avoir œuvré pour faire disparaître l'UDBN. C'est un aveu, il faut saluer. C'est pas facile qu'un grand homme se lève et dise oui, j'ai été acteur de telle machination à un moment donné, mais je reconnais que vous avez été fort. C'est déjà bien, et j'ose croire que dans cette nouvelle collaboration qui a commencé depuis samedi, c'est que cela augure d'un avenir meilleur pour les membres de l'UDBN, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2016, les acteurs, les membres de l'UDBN ne participent pas pour autant à la gestion du pays. Donc, il est temps maintenant que, si le chef de l'État reconnaît profondément et que l'UDBN est un soutien de taille, il est temps que l'UDBN soit maintenant... Revenons à notre sujet, Laurent, Roland Toninkès, revenons à notre sujet. C'est comme si vous attendiez, voilà. Mais vous aviez bouleversé mon plan. Je vous surprends aussi également que vous n'avez pas surpris mon plan. Alors, que dit cette disposition de la loi fondamentale? Que dit l'article 151-1 de la Constitution béninoise? Et pourquoi nous y invite-t-il ce matin? Alors justement, la loi fondamentale du 11 décembre 1990 a été modifiée dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2019. Et donc, au terme de cette révision, de cette modification de la loi fondamentale, il est apparu que l'article 151-1 a été ajouté aux articles de cette constitution, de notre constitution. Et cet article 151-1 dit clairement que l'État reconnaît la chefferie traditionnelle gardienne des us et coutumes dans les conditions fixées par la loi. Alors vous vous demandez pourquoi est-ce que ce thème nous intéresse ce matin. Ce thème nous intéresse ce matin parce qu'en fait, si la loi prévoit une disposition, à quoi bon ne pas la mettre en application? Il vaut mieux la mettre en application. Autant mieux la soustraire carrément de la Constitution, parce que quand on arrive à mettre une disposition dans une Constitution, c'est que cela doit s'appliquer pour le bonheur des citoyens. C'est que c'est utile. C'est utile. Et si on estime que... Et puis, pour prouver l'utilité, il faut l'appliquer. Je ne vous apprends rien en disant que c'est utile, parce que quand cette disposition a été mise dans la Constitution, les garants de la tradition étaient tous d'accord, ont applaudi, ont félicité le gouvernement. Donc il va falloir agir maintenant pour pouvoir permettre à ce que ces acteurs des garants de la tradition puissent vraiment bénéficier de cette disposition, des avantages de cette disposition. Mais je ne vous apprends rien, Laurent. Vous savez qu'un article ne suffit pas lui seul à être appliqué. Oui, mais justement, il faut des lois. Justement, ce que je dis, c'est très simple. La disposition est là. Qu'attendons-nous pour mettre en place un mécanisme
pour pouvoir appliquer ces dispositions. Donc, je crois que ça va être un élément très important sur lequel le prochain président de la République va beaucoup se pencher pour pouvoir permettre à ces garants de la tradition de pouvoir bénéficier des avantages afférents. Et quel est l'état des lieux, parlant de la chefferie traditionnelle au Bénin? Alors justement, c'est l'état des lieux justement qui nous a amené à nous poser la question ce matin et à nous intéresser surtout à la thématique. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on prend le Bénin, le Bénin est compartimenté en plusieurs royaumes. Et quand on prend le Bénin méridional, qui en fait a eu sa source à partir d'Alada, avec Adjaouto qui est arrivé avec ses 3 enfants, Kokpon, et autres qui, enfin, se sont séparés. L'autre est allé à Bomé, l'autre est allé à Porto-Novo, l'autre est resté à Alada. Le Bénin méridional, la royauté est partie d'Alada. Le Bénin septentrional, vous allez voir, il y a le royaume de Djougou, de Niki, de Parakou et autres. Et quand vous allez du côté de l'est du Bénin, vous allez voir le royaume de Kétou, le royaume de Porto-Novo, le royaume de Sakété. Et vous allez du côté de l'ouest, vous allez voir Adjatado, qui est lié à Djakotomé, en tout cas la région Adja et autres. Donc, on connaît de façon fondamentale tout ce qui concerne la royauté au Bénin. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a des royaumes, excusez-moi le terme, fantômes. C'est ce que j'allais dire. Et il y a des royaumes fantômes. Je voulais vous dire que vous venez de décliner ce qui est normal. Voilà. En dehors de ça, maintenant, on peut encore d'autres royautés. D'autres royautés, au point où même certains s'amusent à dire qu'il y a des rois au Bénin et des rois telais. Parce qu'en réalité, c'est des gens qui sont chefs de collectivité ou chefs de quartier ou chefs d'arrondissement à un moment donné. Il suffit que quelqu'un travaille dans 30 ans dans la fonction publique, prenne sa retraite, se retrouve au village, a un peu de moyens, construit une maison sur, je dirais, un bon espace parce que les terres coûtent moins cher dans nos régions, dans nos milieux ruraux. Et donc, il essaie de faire son empire, son royaume, et s'érige en roi et commence par bousculer les intérêts du roi authentique de la localité. Quand on prend Alada, par exemple, l'histoire, quand on revisite l'histoire, on constate que dans le prolongement de l'histoire d'Alada, il n'y avait pas pour autant de royaume. Il a fallu l'avènement d'Adjaouto Alada pour qu'on parle de royaume authentique. Quand vous prenez Abomey, il n'y avait pas de royaume avant, pour autant, avant l'avènement du fondateur du royaume. Et qui aujourd'hui, quand vous regardez l'histoire des royaumes aujourd'hui, vous allez dans les régions dont je parle, vous allez voir l'emplacement réel de ces royaumes qui sont encore là. Différents des royaumes fantômes créés par des individus sur des espaces donnés parce qu'ils ont les moyens et qui aujourd'hui s'érigent en roi et qui veulent peut-être bousculer. Ce qui fait que parfois, vous allez voir, aujourd'hui nous avons on constate un certain bicéphalisme à la tête des associations, pour ce qui concerne les associations de rois. Donc, je crois qu'aujourd'hui, vu cette situation, parce que quand on parle de l'histoire du Bénin, on ne peut pas renier l'existence du royaume de Kétou. On connaît ce que ce royaume a fait dans l'histoire du Bénin. On ne peut pas renier l'histoire du royaume d'Alada, qui a été le berceau du vaudou au Bénin méridional. On ne peut pas renier l'histoire du royaume d'Abomey, du Dan-Romain, qui était l'un des plus puissants royaumes du Bénin. On ne peut pas renier l'histoire du royaume de Porto-Novo, quand on revisite l'histoire. On ne peut pas renier l'histoire du royaume de Niki, de Kétou, de Djougou et autres. Il y a de ces royaumes que nous ne pouvons pas tous citer ce matin, mais qui étaient des royaumes authentiques. Donc, malheureusement, aujourd'hui, l'avènement, et puis on a constaté que cette affaire a pris de la propension lors du régime de l'ancien président Boniaï à cause de certains intérêts. Et les gens, à cause des intérêts, se sont érigés en roi. Je discutais, pour la petite histoire, une anecdote, avec un partenaire il y a quelques jours qui me dit qu'il est en contact avec l'empereur de telle communauté linguistique du Bénin. J'ai tiqué. J'ai dit, mais écoutez, quel empereur? Le Bénin n'a pas d'empire que je sache. Le Bénin a des royaumes que je sache. Et donc, quand quelqu'un vient à démontrer à quelqu'un à l'extérieur qu'il est empereur de telle communauté linguistique, je constate qu'il y a mal donne. Et donc, on doit pouvoir travailler à assainir le milieu. Et malheureusement, assainir le milieu et maintenant maire hors d'état de nuit, ces rois autoproclamés qui ont fondé des royaumes fantômes et qui sont des rois telais en griffe, comme le disent l'autre. Vous l'avez bien dit, il fut un temps dans l'histoire politique béninoise, le titre de roi était bien monnayable comme toute corporation. Était prisé et puis il faut préciser que des chefs de collectivité, des chefs de quartier et de village se sont érigés en rois, ont fondé des royaumes, ont des palais. Ce que je vous dis, vous allez dans certaines localités, des rois, je prends même l'exemple de la commune dans laquelle nous nous retrouvons.
il y a un roi d'Abomey-Calavi, mais vous serez surpris de constater que dans chaque arrondissement, il y a un roi. Il y a un roi. Alors qu'en réalité, quand on parle de royaume dans l'histoire du Bénin, le roi, à un point donné, il y a le palais et son territoire de compétence s'étend sur un grand domaine, une grande superficie. Donc, le roi d'Alada, par exemple, couvrait jusqu'à la hauteur de Glo, d'Igbe et Abomey-Calavi. Même si, au-delà de tout, l'histoire dit que le roi d'Alada, en fait, supplantait les rois, qui étaient dans les royaumes, dans les communautés, dans les autres localités environnantes. Mais malheureusement, qu'est-ce que vous constatez? Vous voyez un roi dans une commune qui, en temps, était pratiquement un royaume, mais vous voyez dans chaque arrondissement un roi. Et si vous ne faites pas attention, même dans chaque village ou quartier de ville, vous avez quelqu'un qui est un roi et qui a fondé son royaume. C'est une aberration. Je ne voudrais pas me permettre de qualifier ou d'attribuer des... L'histoire est là, l'histoire est là. Laurent Roland Tonenques, puisqu'on y est, face à cette situation, alors, quel comportement ou quelle analyse faire? Alors, face à cette situation, il n'y a pas d'analyse à faire, il faut que l'État agisse. Et pour que l'État agisse, il faut que l'État associe les historiens. Malheureusement, paix à son âme, l'emblématique Félix Hiroko n'est plus là. Lui qui connaît l'histoire du Bénin, du A à Z, et qui maîtrise bien l'histoire du Bénin. Il y en a bien d'autres. Oui, non, je ne dis pas qu'il est le seul. Oui, je ne dis pas qu'il est le seul. Ce serait trop osé de dire qu'il est le seul. Malheureusement, il n'est plus... Il était l'un des plus visibles. Il est plus visible. Il était plus pointu, certes. Oui, donc il y a d'autres historiens qui sont là, qu'on en connaît, on ne va pas les citer ce matin, ils sont nombreux. On ne pourrait même pas tout citer. Voilà, donc ils sont tellement, on en a tellement des professeurs d'histoire, mais non seulement des historiens, il y a des intellectuels qui connaissent mieux l'histoire du Bénin. Il faut qu'on revisite l'histoire du Bénin, définir les royaumes qui existaient, authentiques qui existaient, qu'on connaissait dans l'histoire du Bénin, et avec point d'ancrage leur royaume. Quand je prends la région de l'Atlantique, par exemple, je dois pouvoir, avec les historiens, il faut définir les royaumes qui étaient dans la région de l'Atlantique. Et dire, oui, dans la région de l'Atlantique, il y avait tel royaume, tel royaume, tel royaume. Et voilà. Mais c'est dangereux, c'est trop délicat, cet exercice auquel vous invitez. Non, c'est pas délicat. Parce que si cet exercice arrivait à aboutir, ben on en viendrait à supprimer d'autres mini-royaumes. Oui, mais justement, d'autres mini-rois qui se limitaient peut-être à leur maison. Parce qu'il y a des rois qui... Et c'est bien évidemment le but de mon analyse de ce matin. Moi, je le dis haut et fort et je le dis sans avoir peur parce que je dis... Il y a des rois dont l'envergure, l'étendue de pouvoir ne dépasse pas leur maison. Il y a des rois, quand vous allez voir juste les femmes et les enfants autour d'eux, et ça ne dépasse pas ça. Donc, il faut faire ce travail, il faut le faire. Quand vous allez à Abomey, quand on vous parle du palais royal d'Abomey et quand on vous parle des palais des rois d'Abomey, il y a des emplacements précis. Quand vous allez là-bas, vous allez voir, vous allez constater que ça, c'est le palais du roi Agonglo, c'est le palais du roi Glélé, c'est le palais du roi Béanzé. Ça, on le sait. Et dans l'histoire, personne ne l'a contesté. Quand vous allez à Lada, le palais du premier roi d'Alada, Kokpon, qui est le fils d'Adjaoutor, c'est là, ça n'a pas changé. Quand vous allez à Porte-Nouveau, le royaume de Porte-Nouveau, il y a un emplacement, ça n'a pas changé, c'est là. Et donc, c'est ça qu'il faut répertorier d'abord. Il faudra mettre de l'ordre. Maintenant, après avoir répertorié les nouveaux royaumes fantômes qu'on observe ça et là, il faut d'abord faire l'historique de l'emplacement de ce royaume. Quand est-ce que ce royaume a été fondé? Le domaine appartenait à qui? Ça a été acquis en quelle année? Comment ça se retrouve être un palais aujourd'hui? C'est des choses qu'il faut faire pour vraiment libérer le paysage royal du Bénin. On va pourtant pas susciter la colère de tous les autres rois que vous qualifiez de fantômes. Non, mais colère ou pas colère, colère ou pas colère, il va falloir qu'un jour qu'on le fasse. Il va falloir y arriver et puis mettre de l'ordre. Mais là, c'est empêcher cette catégorie de rois de sommeil. C'est de bonne guerre. S'ils pensent qu'on leur fait mal ce matin, il vaut mieux que chacun s'occupe de ce qui le concerne. Et que si vous Parce que par le passé, ce fut un marché. Voilà. Mais heureusement que le gouvernement maintenant n'en fait pas un marché. Laurent Roland Tonenques, pour finir, oui. Votre mot de la fin. Alors, mon mot de la fin, c'est que le gouvernement se penche vraiment sur... Même si vous avez choisi c'est vrai, de dénoncer un fait, mais de provoquer plus ou moins. C'est bien de provoquer parfois aussi. C'est dans tous azimuts. Je m'en fous, de toute façon. De toute façon, ce matin, je voudrais rappeler au gouvernement que cette disposition de la Constitution du Bénin doit être appliquée. Et quand on tient compte d'une disposition, cela appelle des droits et des devoirs. Et les droits, ça revient au roi authentique que nous finirons par détecter au terme de l'exercice que nous recommandons au gouvernement ce matin. Mais au-delà de ça, c'est que le gouvernement a des devoirs vis-à-vis de ces royaumes qui seront dénombrés. Donc l'État a intérêt
intérêt à faire tout possible pour que nous puissions assainir ce milieu et pour que les enfants demain, nos enfants demain, quand on va leur raconter l'histoire d'Alada, qu'on ne leur dise pas qu'il y a 2 rois à Alada, qu'on ne leur dise pas qu'il y a 3 rois authentiques à Abomey et qu'il y a 4 rois authentiques à Kétou. Les royaumes qui existaient, on les connaissait, on connaît l'histoire, le parcours de ces royaumes. Et donc, il va falloir on connaît les mythiques royaumes. Les mythiques royaumes. Donc, il va falloir travailler à assainir ce milieu pour que nous puissions avoir voix claire dans cette affaire, pour que nos enfants demain ne bégayent pas face à l'histoire en parlant du royaume. Alors, si vous appartenez à un royaume fantôme qui n'existait pas dans l'histoire, je dirais, des panthéons au pays, eh bien, commencez à vous poser des questions parce que Laurent va poursuivre encore la réflexion et cela pourra intéresser les éminences grises du département d'histoire des différentes universités. Je crois que ça suffira, on va vider cette question parce qu'en réalité, on en a tellement, même dans les royaumes, dans les arrondissements, les quartiers, on voit chaque fois les royaumes, on dit je suis roi de telle localité. Et la cartographie de la chefferie traditionnelle pourra être, bien sûr, réactualisée. Et voilà. Dans ce cas, d'autres perdront sûrement leur couronne. On saura qui est roi et qui ne l'est pas. Merci Laurent. C'est moi.